Europe 1. Le journal de 8h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le plus gros incendie de l'été a déjà fait une victime. Une femme prise au piège chez elle à Saint-Laurent-de-la-Cabreries dans l'Aude. Plus de 11 000 hectares de végétation partis en fumée depuis hier dans le massif des Corbières. Bonjour Margot Mongrand. Bonjour Maël, bonjour à tous. Vous êtes l'une des correspondantes d'Europe 1 en Occitanie et si le millier de pompiers mobilisés a pu ralentir la progression des flammes, la situation est loin d'être sous contrôle. Oui, tous les moyens sont déployés pour tenter de stopper la progression de cet incendie. 18 km déjà parcourus. Christophe Mani du SDIS de l'Aude détaille la progression fulgurante des flammes. Un feu d'ampleur par rapport à sa superficie, 11 000 hectares, ça correspond à la commune de Paris. C'est quelque chose de conséquent qui a évolué très rapidement au regard des circonstances météorologiques et aussi du niveau de sécheresse qu'on a dans le département. On a eu des moyens très conséquents pour traiter ce feu d'ampleur. 1500 pompiers sont mobilisés, 320 sont encore attendus en renfort. Les largages aériens ont repris ce matin. Le bilan provisoire fait état d'une personne décédée. Une autre personne est toujours portée disparue sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabreries. C'est là où habite Arnaud qui raconte le désastre. Tout a brûlé tout autour de nous. Nous, un domaine viticole, on a été encerclés par le feu et voilà, tout est détruit chez nous. Je suis en colère qu'on a tout un territoire ravagé. Il faut venir voir, quoi. Tout est détruit, des maisons détruites, mais dégoûté et très très en colère. L'autoroute A9 est coupée à la circulation entre Perpignan et Narbonne. Margot Mongrand, correspondante d'Europe 1 en Occitanie. Et sur place, la population est appelée à rester confinée, sauf ordre d'évacuation. 5000 foyers privés d'électricité. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron appelle les habitants concernés à la plus grande prudence. Autre incendie en cours, cette fois dans l'Hérault, à Montagnac. Environ 20 hectares parcourus, 2 campings évacués, plus de 300 résidents pris en charge dans la salle des fêtes de la commune. Un terrible accident de la route dans le Pas-de-Calais, hier après-midi. Un choc frontal entre une voiture et un poids lourd sur la départementale 928. Au niveau de la ville de Quesnoy en Artois. Bilan 3 morts, une mère et ses 2 enfants, une personne hospitalisée en urgence absolue et une autre blessée plus légèrement. Une enquête est ouverte par le parquet d'Arras. Il est 8h03, vous écoutez Europe 1 matin. Quand des dealers tentent de se mettre les habitants du quartier dans la poche pour continuer leurs affaires en toute tranquillité. Cela se passe dans le Gard, à Bagnols-sur-Cèze. Des trafiquants déposent des courriers dans les boîtes aux lettres des habitants de leur quartier afin de leur proposer des services au quotidien, espérant ainsi s'attirer les bonnes grâces du voisinage et développer leur business sans entrave. Alexis Bourdon. Oui, pour s'excuser des nuisances sonores et d'éventuelles dégradations, les dealers de Bagnols-sur-Cèze proposent aux riverains de leur mettre à disposition des jeunes motivés. D'après le courrier distribué dans tout le quartier, cette main-d'œuvre peut faire les courses des habitants ou encore des travaux de bricolage. Selon Bruno Bartosetti, syndicat unité police zone sud, cette démarche témoigne de l'impunité des trafiquants de drogue. La sanction, elle peut arriver, mais il passe pour beaucoup à travers les mailles du filet, comme l'ont fait beaucoup de trafiquants en Amérique latine. On se rapproche de la population, on achète la paix sociale et puis on passe à travers les mailles du filet. De toute façon, ils sont dans une démarche très simple. C'est l'argent à tout prix. On va jusqu'au bout, sans filet, et c'est très dangereux. Dans son dernier rapport, l'Office anti-stupéfiants assure que la France est un pays désormais sans zone blanche. Autrement dit, le narcotrafic est partout dans le pays. En juin dernier, l'OFAST comptabilisait plus de 2700 points de deal dans tout l'Hexagone. Alexis Bourdon. C'est une scène consternante devenue virale sur les réseaux sociaux. Un homme filmé en train d'allumer sa cigarette avec la flamme du soldat inconnu. Oui, les faits se sont produits lundi soir sous les yeux médusés de nombreux touristes. Geste indigne et misérable selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et un suspect a été interpellé hier dans le secteur des Champs-Élysées, Jean-Baptiste Marty. Oui, c'est ce que Bruno Retailleau a annoncé sur son compte X. Le suspect, la trentaine d'années, a été placé en garde à vue pour violation de sépultures, tombeaux ou monuments édifiés à la mémoire des morts. Il a reconnu les faits et doit être présenté à la justice dans la journée. Il faut dire que la vidéo avait suscité la polémique dessus. On y voit donc le suspect, un homme, bouteille en plastique dans une main, cigarette dans la bouche, devant une dizaine de touristes. Il enjambe comme si de rien n'était le cordon en ferraille qui entoure la flamme du tombeau du soldat inconnu et s'agenouille dessus, puis il se penche et allume sa cigarette avant de repartir en marchant sur le tombeau. Une vidéo qui avait fait réagir de nombreux internautes et la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, Patricia Miralles. Sur son compte X, elle avait dénoncé une insulte à nos morts
mort à notre histoire et à notre nation. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Et selon les informations de nos confrères du Figaro, le suspect est un sans domicile fixe de nationalité marocaine très défavorablement connu des services de police. En quelques années, le protoxyde d'azote s'est imposé comme l'un des premiers dangers qui guettent la jeunesse. Ce gaz dit hilarant peut entraîner des effets dévastateurs sur le cerveau. Pourtant, il s'agit aujourd'hui de la 3e substance la plus consommée par les jeunes après l'alcool et la drogue. Alors certes, des restrictions de vente sont d'ores et déjà mises en place, mais clairement, Antoine Bienvaux, les forces de l'ordre manquent de levier pour lutter contre ce fléau. Oui, même si sa vente est interdite aux mineurs dans les tabacs et dans les lieux servant de l'alcool, le protoxyde d'azote est difficilement contrôlable. Car aussi dangereux soit-il, ce gaz n'est pas considéré comme une drogue. Conséquence, un individu qui est arrêté en sa possession ne risque donc pas grand-chose. Un vide juridique que déplore Barbara Jouvenot, porte-parole du syndicat Alliance Police. C'est très compliqué pour les policiers parce que le protoxyde, il n'a pas été reconnu comme un stupéfiant. Donc en fait, si on voit quelqu'un vendre du protoxyde, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors forcément, on saisit les bonbonnes, mais côté interpellation ou contravention, on est totalement pas dans le flou, c'est que ça n'existe pas. Pour tenter d'endiguer le phénomène, une proposition de loi a été soumise à l'Assemblée nationale en début d'année pour pénaliser la consommation du protoxyde d'azote de façon détournée. Mais le texte n'a toujours pas été voté. Alors, face à l'urgence de la situation, plusieurs villes comme Lille, Lyon ou encore le Blanc-Ménil en région parisienne ont pris des arrêtés municipaux pour interdire l'usage détourné de ce gaz hilarant. Antoine Bienvaux, Steve Witkoff est arrivé à Moscou ce matin. L'émissaire spécial de la Maison-Blanche doit rencontrer des dirigeants russes, peut-être Vladimir Poutine, à 2 jours de l'expiration de l'ultimatum fixé à la Russie par Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Si les combats ne cessent pas, le président américain promet d'imposer de nouvelles sanctions à Moscou et à ses partenaires. Il est nécessaire de vaincre totalement le Hamas et de s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. Les mots de Benjamin Netanyahou hier lors d'une visite sur une base militaire après une réunion avec son cabinet de sécurité. Le Premier ministre israélien devrait annoncer le début d'une nouvelle phase de la guerre impliquant potentiellement l'occupation totale de l'enclave. 2 semaines après le débarquement forcé d'un groupe d'adolescents de confession juive d'un vol Vueling, une autre compagnie aérienne espagnole est impliquée dans un incident au Roland là aussi antisémite. Des passagers d'un vol opéré par Iberia entre Buenos Aires et Madrid en début de semaine racontent avoir reçu des plateaux repas tagués de l'inscription Free Palestine, Palestine libre. Des mots écrits seulement sur les plateaux cachers, Wilfried de Villers. Oui, c'est la délégation des associations israélites argentines qui la première a relaté l'information alertée par plusieurs passagers de confession juive qui avaient commandé un repas cachère. Pendant le vol, au moment du repas, il est distinctement inscrit Free Palestine sur une étiquette blanche collée sur l'emballage en aluminium de l'un des plats. D'autres personnes ont-elles reçu leur plateau avec les initiales FP inscrites là aussi au stylo, précise l'organisation qui affirme avoir pris contact avec la compagnie aérienne espagnole. Dans un communiqué, Iberia reconnaît l'incident tout en assurant avoir lancé une enquête en interne ainsi qu'avec les fournisseurs responsables du service des repas. Si les passagers concernés expliquent avoir reçu les excuses du pilote, tous déplorent cet acte antisémite. Un incident qui en rappelle un autre. Il y a 2 semaines, cette cinquantaine d'adolescents français de confession juive débarquaient d'un vol Vueling. La compagnie avait alors dénoncé le comportement perturbateur des adolescents, version démentie par leurs accompagnateurs qui évoquent des discriminations sur le fondement de la religion après que l'un des jeunes ait entonné un chant en hébreu. Wilfried de Villers. 1 minute de silence respectée à 1h15, 8h15 heure japonaise. L'horaire exact auquel l'armée américaine a largué la première bombe nucléaire de l'histoire sur Hiroshima le 6 août 1945, tuant 140 000 personnes. C'était donc il y a 80 ans jour pour jour. Une cérémonie était organisée dans la ville martyre en présence de représentants d'une centaine de pays. Les JO de Paris restent un souvenir agréable pour la plupart des Français, mais certains commerçants gardent un goût amer de la compétition. Oui, ceux qui ont vu leur quartier entièrement bouclé pour sécuriser la cérémonie d'ouverture. Des restrictions qui ont sévèrement amputé leur chiffre d'affaires. Le gouvernement a mis en place une plateforme en ligne pour demander des indemnisations, mais 1 an après les JO, de nombreux patrons n'ont toujours pas reçu de réponse positive, comme l'a constaté Charles Bouchin pour Europe 1. QR code pour circuler, barrières sur les trottoirs. Avant et pendant la cérémonie des JO, le restaurant de Julia Chican près des quais de Seine était sous cloche. Conséquence à l'époque, 300 couverts en moins par jour et une perte de chiffre d'affaires de 80%. La matière première qu'on n'a pas cuisinée, ça c'est pas une perte, mais après pour le reste, les dépenses, le staff, les loyers, l'électricité, le resto était ouvert, donc tout ça c'est les charges habituelles et c'est à peu près 50 000 € du coup. La restauratrice a donc constitué un dossier de demande d'indemnisation refusé 15 jours plus tard sans motif selon elle.
Avec du recul, on aurait dû fermer. On aurait mis nos équipes en vacances, on aurait fait du nettoyage, du ménage et ça aurait été beaucoup plus clean. Et nous, on avait des équipes qui étaient là et se tournaient les pouces, littéralement. La commission d'indemnisation des Jeux mise en place pour apaiser la colère des commerçants essuie de nombreuses critiques après ses refus répétés. Franck Delvaux, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie de Paris. En fait, on nous amuse, c'est une mascarade. On a dit aussi, on fait une commission, vous voyez, la commission se tient, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Le président se pose désormais la question de participer aux futures commissions d'indemnisation qui ne reprendront qu'à partir du mois de septembre. Charles Bouchin. Et puis en football, le tout début de l'aventure européenne pour l'OGC Nice. Les Aiglons accueillent ce soir le Benfica Lisbonne. C'est le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h. Merci Maël Hassani pour votre journal.